Bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'impact de cette épidémie du Covid-19 sur le business, sur notre stratégie en termes de business, de commerce. Qu'est-ce que on doit prendre en compte et quelles sont les conclusions qu'on doit tirer suite à cette crise épidémique. Pour répondre à cette question, je vais te faire cette vidéo en trois parties. Dans une première partie, on va analyser le passé, c'est-à-dire les grandes épidémies qui ont eu lieu dans l'histoire, qui ont marqué l'histoire et quelles sont les leçons qu'on peut en tirer. Dans une deuxième partie, on va parler du présent. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, on peut comparer par rapport justement à ce qui s'est passé. Et dans une troisième partie, concrètement, le futur, comment on l'applique à notre business, comment on l'applique sur notre stratégie, encore une fois, de commerce, de business, pour pouvoir, si tu veux, bien sûr, c'est l'objectif de la chaîne, tirer notre indépendance financière, géographique et personnelle par rapport à tout ça, parce que clairement cette épidémie elle est extrêmement violente et bien entendu que ça a un impact sur nos décisions. Alors dans un premier temps, je te disais le passé. Le passé, quelles sont les grandes épidémies qui ont marqué l'histoire? On peut, je pense, facilement en noter au moins deux, trois. Tout d'abord, la peste noire qui a décimé toute l'Europe. Ensuite, dans les alentours du XIVe siècle, et ensuite la variole, un peu plus tard, aux environs du XVIe siècle. Et on peut également aussi parler de la grippe espagnole. Alors tout d'abord, la peste noire qui a tué, comme on dit, la moitié de la population européenne. C'était extrêmement violent, donc au milieu du XIVe siècle. Quelles sont ses origines? Alors, il y a différentes thèses, mais clairement, les historiens s'accordent sur le fait que ça vient de la Chine, de l'Empire mongol plus exactement, qui est encore plus vaste que l'actuel territoire de la Chine, qui s'étendait jusque la mer Noire et qui cherchait encore en plus à s'agrandir. Et en fait, tout simplement, lorsqu'ils étaient justement confrontés à des soldats génois, qu'ils avaient assiégés au niveau de la Crimée, et bien tout simplement, ce qu'ils faisaient, c'est que comme cette épidémie était venue dans la région pas loin justement de Wuhan déjà, tout simplement, ils catapultaient leurs soldats qui étaient donc infectés de cette maladie, ils les catapultaient dans cette ville qu'ils avaient assiégée pour pouvoir contaminer tout simplement l'ennemi. Et c'est comme ça que justement toute l'Europe a été touchée. C'est venu cette épidémie par des soldats de l'Empire mongol, donc de la Chine, et ça a touché toute l'Europe. Ça a décimé la moitié de la population européenne. On dit que ils sont morts de cette épidémie, donc de la peste noire. Ce qu'on en conclut déjà, première leçon, c'est que une épidémie pouvait déjà à ce moment-là, à cette époque-là, être utilisée justement pour combattre l'ennemi. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième leçon qu'on peut en tirer, c'est que du fait qu'il y a eu un gros manque de main d'œuvre finalement, puisque ça a tué la moitié de la population, aussi bien chez les pauvres que chez les riches, mais davantage chez les pauvres, il manquait forcément d'agriculteurs, il manquait de marins, il manquait de main d'œuvre tout simplement, et donc ça a accéléré entre guillemets l'industrialisation, du moins le développement, une sorte de révolution technique pour pouvoir faire en sorte que compenser ce manque de main d'œuvre. Et notamment, par exemple, lorsque l'Église écrivait justement via les moines la Bible, eh bien rapidement, ça a accéléré, par exemple, l'imprimerie de Gutenberg pour pouvoir imprimer la Bible. Donc, ça a été une deuxième leçon, c'est que ça a accéléré cette révolution industrielle. Troisième leçon, c'est qu'il y a eu une montée aussi du populisme. Pendant longtemps, à cette époque-là, on a mis en cause les Juifs en disant que voilà, ils ont infecté les puits, et ainsi de suite. Et donc il y a eu des pogroms, ou des descentes où on a littéralement assassiné des groupes de Juifs parce que on a fait dire que ça venait d'eux. Voilà comment problème économique. On revient à ce dont on a parlé précédemment dans d'autres vidéos, qui dit problème économique, dit montée du populisme, dit on montre du doigt l'étranger. C'est un réflexe humain malheureusement qui n'est pas nouveau. Donc voilà déjà ce qu'on peut en tirer concernant donc la peste noire. Bon, il y a probablement d'autres leçons, mais en tout cas qui nous intéressent nous par rapport à notre objectif. Ensuite, on va faire un bond dans l'histoire, un siècle plus tard, avec la variole
donc en milieu, grosso modo, des 1500 et quelques, hein, au XVIe siècle, il y a eu la variole. Et il y a eu, justement, surtout, à cette époque-là, les conquistadors espagnols qui vont aller conquérir donc l'Amérique latine. On peut se poser la question, comment un État, comment des soldats, centaines, vont aller attaquer des empires, puisqu'il faut traverser l'Atlantique. C'est pas comme si que vous allez attaquer, envahir un pays qui est voisin, qui est frontalier. Là, vous avez tous vos soldats qui peuvent traverser les montagnes ou un fleuve pour pouvoir, ou même une mer, pour pouvoir envahir un pays. Là, il a fallu que les conquistadors traversent tout l'Atlantique pour aller conquérir l'Amérique latine. Comment ils ont pu faire ça, sachant que, par exemple, l'empire aztèque, qui est l'actuel Mexique, comptait 16 millions d'habitants. C'était un empire qui est quand même conséquent, colossal. Comment ils ont fait, à travers juste quelques bateaux, pour pouvoir les conquérir? Ils étaient 500 conquistadors espagnols, et tout simplement, comment ils l'ont fait? En introduisant la variole, la maladie. Les Espagnols et les Européens avaient donc été déjà confrontés à ces différentes maladies. Donc du coup, comme on le sait très bien, le vaccin le plus fort, le remède le plus fort, c'est les anticorps naturels. Hein, et du coup, tout simplement, ils sont partis, donc même pas 500 soldats, conquérir l'empire aztèque, tout simplement en transmettant la variole, ce qui a tué une grosse partie de la population. On dit même que dans la capitale, 40% de la population a été décimée. Et c'est comme ça que les conquistadors ont envahi et conquis l'empire des Aztèques, qui était très puissant. On n'en parle pas beaucoup dans l'histoire, mais ça a été en utilisant justement donc l'épidémie de la variole. Et c'est pas fini, ils sont pas arrêtés en si bon chemin, ils sont ensuite partis au niveau de l'empire des Incas, qui est pré-Colombie, Pérou, ainsi de suite, qui comptait également un empire qui comptait 10 millions d'habitants. Pareil, à bord ils avaient une centaine de soldats. De la même façon, ils vont aller transmettre donc la variole, ce qui va décimer une grosse partie, notamment de l'équivalent du gouvernement, du roi, de la garde rapprochée, ainsi de suite, et même de son fils héritier. Et c'est comme ça également que les Espagnols vont conquérir l'actuelle Colombie, Pérou, ainsi de suite. Donc pareil, là on a également une leçon très claire qui nous permet de comprendre que avec une épidémie, on peut tout simplement conquérir un empire et le mettre à mal. Ensuite, troisième épidémie, là on se rapproche un peu plus dans l'histoire, on est au XXe siècle, en 1918, après la Deuxième Guerre mondiale. Les Européens ayant déjà payé un lourd tribut avec donc cette Première Guerre mondiale, ils s'attendaient pas, ils ont eu la grippe espagnole. Alors cette grippe, pareil, c'est une grippe respiratoire H1N1, qui devrait d'ailleurs être plutôt appelée comme ceci plutôt que la grippe espagnole. Tout simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une grosse censure des gouvernements politiques qui n'ont tout simplement pas parlé de cette épidémie qui était en train de dévaster leur population. Ils n'en ont pas parlé. Et il y a eu même de la propagande en expliquant qu'en fait c'était les Allemands qui étaient très touchés par cette épidémie et pas du tout les Alliés qui étaient protégés. Bien sûr, c'était une propagande, tout était faux. Et les premiers à en avoir parlé, c'était tout simplement les Espagnols, le gouvernement espagnol, à travers sa presse, a parlé de cette épidémie en expliquant qu'elle était mortelle, qu'elle tuait énormément d'Européens, de jeunes, de moins jeunes, ainsi de suite. Et comme ça a été les premiers à en parler, on a appelé ça la grippe espagnole. Bien sûr, complètement à tort, puisque juste simplement, c'était les premiers à en parler, à pas faire preuve de censure par rapport à ce qui se passait réellement. Chose que l'on voit encore aujourd'hui en termes de propagande, lorsqu'on nous explique que les vaccinés sont beaucoup moins touchés que les non-vaccinés, ainsi de suite. Or, on voit bien le résultat aujourd'hui, lorsqu'on voit notamment populations qui sont très vaccinées comme Israël ou l'Islande, qui sont également toujours touchées. À présent, maintenant, on va parler du Covid-19 et l'actualité, le présent. Qu'est-ce que l'on constate de similaire à ce qu'on a vu précédemment? Déjà, dans un premier temps, que l'épidémie vient de Chine. Premièrement. Deuxièmement, que ce pays, en l'occurrence, n'a pas été trop touché, surtout comparativement aux autres pays de l'Occident, que ce soit les États-Unis ou toute l'Europe. Ce pays dont est issue cette épidémie n'a pas trop été touché, assez bien géré, n'a pas eu énormément de pertes, en tout cas de ce que l'on sait, comparé, encore une fois, à l'Occident.
il est légitime de se poser la question, quand on a vu que les autres épidémies ont pu être utilisées justement en plus par la Chine pour pouvoir attaquer un empire, et parfois même autre que par la Chine, hein, comme on l'a vu avec les conquistadors espagnols, et faire tomber un empire, il est tout à fait légitime de se poser la question, est-ce que cette épidémie est complètement accidentelle? Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce que l'on sait également, c'est que l'économie de l'Occident, et en particulier de la première puissance économique du monde, qui est donc les États-Unis, est presque au bord du gouffre et extrêmement, en tout cas, endetté. Si on regarde la courbe de l'endettement par rapport à la production nationale, on voit bien que le niveau d'endettement des États-Unis correspond un petit peu à ce qu'on voyait en 1945. Il a fallu une deuxième guerre mondiale, une redistribution des cartes pour pouvoir relancer son économie. Là, on peut aussi également se poser la question, est-ce qu'une crise, une guerre, comme l'appelle notre président Macron, guerre sanitaire, n'est pas également un bon moyen de pouvoir relancer son économie? Donc, ça, c'est le deuxième point. Et enfin, le troisième point que l'on peut également étudier, c'est qu'on voit que les pays occidentaux ont développé donc, des vaccins à base d'une nouvelle technologie d'ARN messager, chose que n'a pas fait la Chine, puisqu'ils utilisent le vaccin classique du virus inactivé. Pour le coup, les Européens ne le valident pas, que ce soit pour les Européens et même les Américains, ils valident que l'ARN messager, donc ce vaccin. On peut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas un petit peu comme on l'a vu justement lors de la Deuxième Guerre mondiale, vers une course finalement, non pas à l'arme nucléaire, mais plutôt à l'arme biologique. Et donc il faudrait courir et essayer d'aller plus vite en termes de développement technologique, en termes d'outils de défense, non pas cette fois-ci nucléaire, mais biologique, pour pouvoir soit attaquer ou soit se défendre contre d'éventuelles attaques. Et est-ce que ce vaccin ARN messager ne répondrait pas éventuellement à cette crainte, ou soit en termes de défense, soit en termes d'attaque? En tout cas, quand on voit le passé, qu'on analyse justement comment les épidémies ont permis d'attaquer et de redistribuer des cartes, de faire couler des empires, est-ce que finalement le SRAS n'est pas un petit peu une nouvelle arme de destruction massive, tout simplement, et non pas une arme militaire, mais une arme biologique? Donc ça, c'est des questions qu'on peut légitimement se poser. Enfin, dernière partie, comment concrètement on applique ça à notre stratégie, justement pour le futur? Quels sont les différents impacts de tout cela? Alors concrètement, moi je vois à peu près 2-3 piliers. Ça n'a pas trop changé dans ma vision depuis le début sur cette chaîne. La règle de base, diversification, 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 ne jamais tout mettre ses œufs dans un seul et même panier. C'est ce que j'explique depuis le début, c'est ce que je fais. Certains y voient de l'éparpillement, moi je vois de la prudence, qu'il faut mieux avoir ses œufs dans différents paniers, au cas où il y a un domaine qui prend cher, qui se casse la gueule, et ben on en a un autre qui nous assure une certaine sécurité. Tout d'abord, l'immobilier. L'immobilier, on en a beaucoup parlé. Ça a eu le vent en poupe, notamment parce que les crédits les taux d'intérêt ont complètement chuté. Ça a attiré énormément de monde. À mon sens, il y a beaucoup trop de monde. On est un petit peu comme dans la fameuse citation de la crise de 29 avec le cireur de chaussures qui commence à parler d'investir également en bourse, et qui a un signe alerteur pour expliquer que voilà, c'est le moment de ressortir parce que trop de monde est dedans. Pour moi, l'immobilier, on est un peu dans la même cas de figure. Tout le monde est intéressé par l'immobilier, et justement quand tout le monde est intéressé par une chose, c'est que c'est le moment du moins de s'y intéresser beaucoup moins. Donc moi, c'est mon avis concernant l'immobilier. Je dis pas qu'il faut pas en faire, il faut en faire, car investir dans la pierre, ça reste du solide, ça reste une valeur refuge, mais il faut surtout pas tabler tout là-dessus. Il faut avoir, voilà, juste à mon sens quelques biens, parce que je vois deux scénarios négatifs. Au pire, peut-être improbable, c'est que à un moment, les prix vont chuter pour différentes raisons, taux d'intérêt qui vont augmenter et autres. Voilà, en tout cas, un éclatement de la bulle immobilière
est possible, même si elle est peu probable dans l'immédiat. Et deuxième cas de figure, une fois que tout le monde sera aura investi dans l'immobilier, sera principalement endetté, là, ce sera le moment pour l'État de se dire, bon, bah, tout le monde a les pieds et mains liés pour pouvoir taxer massivement ensuite. D'ailleurs, on l'a vu, hein, on est passé de l'ISF, l'impôt sur la fortune, à l'impôt sur la fortune immobilière, et ainsi de suite. Une taxe d'habitation qui a quasiment disparu au détriment d'une taxe de finance de foncière qui a explosé sur ces dernières années. Voilà, tout ça, ça se met déjà en place. Ça veut dire que si tu penses que tu vas gagner ta liberté financière avec l'immobilier, à mon sens, en tout cas en France, à mon sens, c'est pas une bonne stratégie. Mais il n'empêche que c'est intéressant quand même d'en faire, encore une fois, comme j'ai dit au début, pour pouvoir avoir un petit peu quand même, mettre un peu quelques œufs dans ce panier. Deuxième sujet qui, à mon sens, est extrêmement important, et encore plus important, c'est la blockchain. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos. La blockchain, c'est une révolution. On assiste pour moi, au plus grand déplacement de richesse de ce siècle à travers la blockchain. Encore plus pour moi qu'Internet. Internet a déjà fait disrupter énormément d'économies, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans le transport, que ce soit dans énormément de business, la photo et autres. Et aujourd'hui, avec la blockchain, pour moi, on est dans vraiment une révolution technologique que beaucoup ne comprennent pas, se limitent juste aux crypto-monnaies, alors que la blockchain va bien au-delà de tout ça. J'en ai déjà parlé dans la vidéo. Enfin, troisième sujet extrêmement important, les business, comme vous le savez. Alors, business physique, à mon sens, il faut diminuer un maximum son investissement pour augmenter sa rentabilité, prendre moins de risques possible lorsque on investit dans ce type de business physique, que ce soit la restauration ou autre. Petit format, privilégier les petits formats, c'est ce que j'explique depuis le début et également dans mon programme Resto Million. Et également, pour les business online, privilégier également les business online parce que pas beaucoup d'investissement, parce que c'est business international, parce que business, j'ai envie de dire Covid compliant, c'est-à-dire que voilà, si tout doit se fermer, ainsi de suite, et ben le online n'est pas impacté. Dans le format de business physique, dans la restauration, pareil, si vous faites beaucoup d'emporter, vous avez aussi cette flexibilité-là. Donc voilà, tout ça, j'en parle depuis le début et donc justement, d'ailleurs, je rappelle ma masterclass qui regroupe plusieurs de ces formations où j'explique tout ça, plusieurs de mes programmes. Autre point qui est extrêmement important, l'expatriation. En tout cas, si on s'expatrie par l'étranger, au moins à défaut de quitter les villes très denses, les villes voilà où une qualité de vie qui est très faible, une densité importante, énormément de stress, d'ailleurs aussi d'une épidémie qui circule beaucoup plus, ainsi de suite. Donc pour moi, ça aussi, c'est un sujet que je traite et que je mets en avant sur ma chaîne depuis le début, et le Covid n'a fait que confirmer tout ça. Donc voilà, expatriation aussi qui permet avec faire du homeschool, éducation à la maison, plus qualitative et qui nous permet de gagner cette flexibilité. C'est ce que j'applique également. Et tout ça, vous le retrouvez dans Masterclass. Voilà, grosso modo, donc le passé, comment on l'applique, ce qu'on voit au présent et comment ça impacte notre stratégie pour le futur. J'espère que tu as apprécié. Je te dis à bientôt. Bisous, kiff. Ciao, ciao.